Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus sanglant des complots, l'adrénochrome. Imaginez, les grands de ce monde ont découvert une substance capable de défier le temps. Une drogue incroyablement précieuse et rare, issue du sang humain. Une substance maléfique récoltée sur des sujets impérativement vivants et si possible apeurés. Ce produit, c'est l'adrénochrome. Et pour s'en procurer, les élites n'hésitent pas à prendre part au pire trafic. Car le meilleur des produits est issu du cerveau des enfants. Ainsi, des milliers d'enlèvements sont organisés pour prélever cette précieuse substance. Dans des rituels sataniques, où se mêlent le sang, le sexe, la souffrance d'enfants torturés, les élites touchent du doigt le nirvana. L'adrénochrome réunit une caste de stars, des personnalités politiques, des têtes couronnées qui sont prêtes à tout pour une cure de jouvence et la promesse d'une vie éternelle. L'adrénochrome, c'est l'occasion pour Tous Parano d'évoquer la fascination pour les drogues et le mode de vie des célébrités, ainsi que la peur d'une élite au service du mal. Regardez. Oh, je n'arrive pas à le croire. Et vous... Oh, je suis une jeune fille. Chut. Maintenant, un avertissement. Prenez grand soin de vous. Vous et votre corps allez être ensemble encore longtemps. Soyez bonne avec lui. Siempre viva. Vivez éternellement. Mais vous devez me faire une promesse. Le secret que nous partageons ne doit jamais être divulgué. Un chèque, ça va? Tous parano. Alors, pour commencer, peut-être devrions-nous définir ce qu'est l'adrénochrome. Cette substance mystérieuse, elle existe ou pas réellement ? Soyons clairs, oui, cette substance existe bel et bien. Alors c'est un composé chimique organique. Donc, provenant d'un organisme vivant, c'est ça ? Oui, c'est un pigment biologique. Bon, ça c'est pour sa définition de base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est synthétisée naturellement par oxydation de l'adrénaline. Ah, ça c'est cool. C'est une molécule qui serait produite par notre organisme quand on a peur. L'adrénaline, c'est en effet le neurotransmetteur bien connu que l'on produit en situation de stress ou au cours d'une activité physique intense. Ouais, c'est une hormone qui nous met la pêche, qui aiguise nos sens et notre organisme quand on a besoin d'être hyper efficace. Oui, sous l'effet de l'adrénaline, le cœur accélère, les bronches se dilatent, les pupilles aussi. Donc si l'adrénochrome est issu de l'oxydation de l'adrénaline, on peut se demander pourquoi s'intéresser à cette molécule. Eh bien, parce qu'elle est soupçonnée, elle aussi, d'avoir des implications sur le fonctionnement de notre organisme, et plus précisément, notre cerveau. Ah, nous y voilà. Mais bon, disons-le tout de suite, les effets de l'adrénochrome ont d'abord été considérés comme délétères. Cette substance étant d'abord désignée comme responsable de maladies mentales. Ce sont deux psychiatres qui vont élaborer la première théorie de l'adrénochrome en publiant les résultats de leurs travaux conjoints. Ils se nomment respectivement Abraham Hoffer et Humphrey Osmond. L'un est canadien et l'autre britannique. Et ils font partie de ces chercheurs qui, au début des années 50, ont concentré leurs travaux sur les psychotropes. C'est la grande époque des découvertes des produits nouveaux qui agissent sur la perception. Et ils expérimentent notamment, tête de gondole, le LSD. Osmond, le Britannique, invente même le terme de substance psychédélique, qui est entré depuis dans le langage courant. Et donc, ces deux hommes se retrouvent à travailler ensemble dans un laboratoire au Canada, et ils explorent à la fois les possibilités chimiques des substances hallucinogènes, et tentent de faire aussi des parallèles avec les maladies mentales. Oui, Hoffer le Canadien expérimente le LSD dans le traitement de l'alcoolisme, et Osmond, lui, entreprend de démontrer la similitude entre les molécules de mescaline et d'adrénaline. Et c'est justement cet intérêt pour les psychotropes, et comme tu viens de le dire, l'adrénaline, qui va tout déclencher dans notre histoire.
C'est en 1952 qu'ils émettent ce qu'ils appellent l'hypothèse adrénochrome. Pour eux, l'adrénochrome, c'est une substance hallucinogène et ils avancent que sa consommation peut entraîner des troubles mentaux et en tête de ceux-ci, la schizophrénie. Et ils affirment qu'il serait possible de soigner la schizophrénie, la maladie mentale la plus difficile à gérer et à traiter, en réduisant le taux d'adrénochrome dans notre cerveau. Et alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que ces deux scientifiques vont du coup tenter de classer l'adrénochrome, qui n'était jusque-là qu'un simple pigment organique, dans le cercle des substances psychotropes. C'est fondamental pour tout ce qui va suivre. De substances inertes, on passe à un produit qui a des effets sur le cerveau. Cela ne va pas convaincre tous leurs collègues et leur hypothèse adrénochrome va être à l'origine d'une controverse de blouse blanche sur le bien fondé de la classification de la molécule justement dans les psychotropes. Oui, Hofer et Osmond sont contredits par nombre de leurs confrères qui doutent donc que l'adrénochrome agit sur le psychisme. Leurs contradicteurs entament ainsi des recherches pour vérifier cette hypothèse et concluent que si quelques effets tels que l'augmentation de la fréquence cardiaque ou des migraines sont observés, l'adrénochrome n'aurait pas d'effet hallucinogène. Donc voilà, l'hypothèse adrénochrome aurait donc pu se terminer là dans le cours des années 50. Cette substance n'est donc pas psychotrope. Mais évidemment, ce genre d'idée, si elle n'excite plus les chercheurs, eh bien elle va stimuler les neurones des artistes. Tous Parano. Comme nous l'avons vu dans les années 50, les substances psychédéliques paraissent riches de promesses thérapeutiques. Ou du moins révélatrices d'une certaine envie de contrôler les cerveaux. Oh là là, tu es en train de nous faire un teasing d'un épisode prochain, là, non ? Ah bah c'est sûr, la manipulation des esprits, depuis le temps qu'on promet d'en faire un épisode. En tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour très bientôt, promis. Et donc, après les scientifiques, intéressons-nous maintenant aux autres amateurs de ces psychotropes qui fuitent donc des labos de l'époque. Ah, tu veux dire dans une ambiance plus récréative, on va troquer les blouses blanches pour les chemises à fleurs. Oui, voilà, c'est ça en quelque sorte. Car en parallèle des établissements psychiatriques qui ont expérimenté les drogues psychédéliques, il y a aussi toute une génération qui va tenter d'ouvrir sa conscience par des moyens artificiels. Et la première mention de l'adrénochrome dans la culture populaire remonte à 1954, donc presque aussitôt après la publication scientifique dont nous avons parlé. L'écrivain Aldous Huxley en fait brièvement mention dans son essai The Doors of Perception, les portes de la perception. Il a pris de la mescaline et il y raconte son trip. Ouais, l'auteur du célèbre Meilleur des mondes veut essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau d'un artiste, voir si sous l'effet d'une substance il y a moyen d'ouvrir des portes, d'où le titre de l'essai, et donc il y fait quand même une brève mention de l'adrénochrome. Oui, je lis le passage. Je cite donc « On découvrit que l'adrénochrome, produit de décomposition de l'adrénaline, peut produire un grand nombre de symptômes observés par l'intoxication à la mescaline. Or, l'adrénochrome se produit probablement de façon spontanée dans le corps humain. » Il ajoute, je cite, « En d'autres termes, chacun de nous est peut-être capable de fabriquer un produit chimique dont on sait que des doses minimes causent des modifications profondes dans la conscience. » Alors il prend également bien soin de dire qu'il n'en a jamais consommé à titre personnel et qu'il ignore comment s'en procurer. Cet essai va quand même faire date, ne serait-ce que parce qu'il a donné à Jim Morrison l'idée du nom de son groupe, les Doors, mais aussi parce que nous arrivons maintenant à la période reine des expérimentations à tout va dans les prises de drogue. Et oui, c'est la révolution culturelle américaine de la Beat Generation, le mouvement hippie, et c'est dans cette contre-culture que notre aventure continue. Avec notre nouveau protagoniste, un journaliste amateur de trip en tout genre, Hunter Thompson. Ah voilà un personnage romanesque, et qui va finalement concentrer dans son parcours toute la soif de liberté de cette époque. Son histoire commence dans le Kentucky, au sein d'une famille conservatrice typique du sud de l'Amérique à la fin des années 30. Le petit garçon voit le jour, il est baptisé donc Hunter. Et il va très vite montrer des capacités intellectuelles hors normes. Le petit Hunter a cependant un problème avec l'autorité, et cela va le suivre toute sa vie, de son école à la fac, en passant par sa vie professionnelle. Après ses études, Hunter Thompson va vite écrire pour des journaux locaux. Tout d'abord dans des rubriques sportives. Mais comme tu l'as dit, il est du genre à s'attirer des problèmes. En fait, c'est un garçon bagarreur, voire violent. Et à la suite d'une rixe qui tourne mal, il s'engage dans l'armée pour échapper à la prison.
Ah ouais, c'est bien pratique, les drapeaux. Donc il va dans l'US Air Force, précisément, mais son attitude rebelle et hautaine, là encore, va lui valoir pas mal de soucis. Et puis il commence à baigner donc dans cette fameuse contre-culture. Il se nourrit de l'esprit des écrivains de son époque, les figures de la Beat Generation, à laquelle il s'identifie totalement, comme Jack Kerouac, Allen Ginsberg ou encore William Burroughs. Qui deviendront d'ailleurs plus tard ses amis. Mais bref, vous l'avez compris, il ne va pas faire carrière dans l'armée, mais dans le journalisme. Activité qu'il va parvenir à conjuguer avec son penchant plus qu'immodéré pour la prise de drogue en tout genre combinée à l'alcool. Et oui, à cette époque, il y a une grande curiosité pour toutes les nouvelles drogues qui arrivent soit des labos, soit d'Amérique du Sud. Et Thompson va expérimenter cela avec un appétit gargantuesque, qu'il revendique. Ouais, écoutons Hunter Thompson justement sur l'esprit de cette époque et son rapport décomplexé aux drogues. Je pense que c'était pendant un moment à San Francisco au milieu des années 60. Le comprendre, en faire partie, être accepté et écrire à ce sujet. Ce qui ne veut pas dire que c'était pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'était amusant. Je ne me suis jamais vraiment considéré comme un porte-parole ou comme faisant partie de la drogue culture, comme beaucoup de gens le font. Je suis une personne qui fait la plupart des choses avec excès. Donc, sachez que c'est normal que je le fasse aussi avec la drogue. Peut-être que ça m'a brûlé l'esprit, peut-être que je suis devenu fou, peut-être que je me suis détruit, mais cela ne m'inquiète pas trop pour le moment. Hunter Thompson va alors faire des reportages dont il est le héros, souvent sous l'emprise de différents produits, et ça c'est complètement nouveau. Il prend position, laisse tomber l'objectivité habituelle des reporters dans des récits à la première personne. Hunter Thompson invente un nouveau genre, à la frontière, entre littérature et journalisme, le gonzo. Gonzo qui pourrait se caractériser par une nouvelle manière de raconter les événements. Non pas en observateur, mais en se plaçant vraiment au centre, en y prenant part, en expérimentant le terrain. Quitte à prendre des risques ou assumer le caractère subjectif du récit, donc. Et son premier fait d'armes, c'est une longue enquête au cœur des Hells Angels. Oui, sorte de voyage éthylico-psychédélique chez les redoutables et effrayants bikers. Une immersion de plusieurs mois qui va le révéler au grand public. Mais son vrai truc, ce qui saisit en tout cas les rédacteurs en chef, c'est son reportage en 1970 où il est censé couvrir le Kentucky Derby, la course de chevaux la plus célèbre aux États-Unis. En fait, au lieu de se rendre sur le champ de course, il fait la bringue pendant tout le week-end. Il n'assiste pas à la compétition et à son retour, il décide de ne raconter que sa beuverie. Oui, en même temps, il avait que ça à raconter. Et bon, il est habile. L'article intitulé « Le derby du Kentucky est décadent et dépravé » surprend tout le monde. Hunter Thompson imprime définitivement son style, le gonzo. Il faut dire aussi qu'il écrit bien, évidemment, et il est sans complexe, et ça plaît. Et Thompson va ensuite travailler pour les plus grands médias de son époque, le Time, le New York Herald Tribune, et il va aussi tenter de faire de la politique. Ouais, ça c'est assez marrant, il se présente comme shérif dans sa bourgade du Colorado, avec des propositions assez novatrices. Oui, l'interdiction par exemple de circuler en voiture dans la ville, le prêt de vélo géré par la police, et puis bien sûr la légalisation de toutes les drogues. Et puis il veut désarmer d'ailleurs les forces de police, et puis je cite, harceler sauvagement quiconque tenterait de tirer profit de la terre dans un but commercial. Harceler sauvagement. Je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, Thompson ne sera pas élu shérif, mais on voit en tout cas l'esprit du personnage. Et dans sa bourgade, il y demeure malgré tout pour se remettre au vert entre deux missions journalistiques. Des reportages principalement pour le magazine Rolling Stone, qu'il envoie suivre tout un tas d'événements dans le pays. Et donc, en 1972, il sort un drôle de pseudo-reportage. Fondateur pour notre épisode sur l'adrénochrome. Vous en avez certainement entendu parler sous le titre original Fear and Loathing in Las Vegas, A Savage Journey to the Heart of the American Dream. Mot à mot, c'est donc Peur et dégoût à Las Vegas, un voyage sauvage au cœur du rêve américain. Titre un peu long visiblement pour nous, puisque ce reportage est sobrement intitulé en France Las Vegas Parano. Écrit dans le plus pur style gonzo, Thompson y mêle réalité et fiction. L'histoire suit son protagoniste, Raoul Duke, et son avocat, le docteur Gonzo, alors que tous deux se rendent à Las Vegas pour faire un reportage sur une course automobile, à moins que cela soit un congrès consacré à la dangerosité des drogues,
Enfin, tout ça n'est pas très évident. Non, parce que dans ce qu'a écrit Thompson, c'est pas très clair, il faut dire que tout est un peu halluciné. Mais ce qui est net, c'est que le récit est bien tiré de 2 voyages qu'il a réellement effectués avec l'avocat Oscar Zeta Acosta à Las Vegas et de leur véridique trip à l'hôtel. Et comme à son habitude, ce reportage va bifurquer dans un délire psychédélique, même si le lecteur peut y voir aussi une critique du rêve américain. À travers la brume provoquée par la drogue, Thompson rumine l'échec de la contre-culture des années 60. Le magazine Rolling Stone va publier ce reportage sous la forme de feuilleton durant l'année 71, et puis ces textes ont un succès, ils vont être réunis et publiés sous la forme de livres en 1972. Et puis bien sûr, le livre sera adapté au cinéma en 1998. Vous avez certainement déjà vu le film, réalisé par le génial Terry Gilliam. Johnny Depp, grimé en Hunter Thompson, joue le rôle de Raoul Duke, et Benicio del Toro joue son ami avocat. Un film jubilatoire. Alors, si on s'écoutait un petit extrait, Geoffroy? Mais carrément. C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Adrénochrome. Quel genre de client monstrueux t'a filé un truc pareil? Satano démoniaque. Je crois qu'il n'y a qu'une origine pour un truc pareil, c'est la glande médulo-surrénale provenant d'une opération sur un humain encore vivant. Ah, je sais. Le gars n'avait pas le cash pour me payer. Il m'a proposé du sang humain, il a dit que ce serait la plus grande défonce de ma vie. J'ai cru qu'il déconnait. Alors je lui ai dit que je préférais quelques centilitres d'adrénochrome pur. Ou peut-être juste une glande surrénale fraîche pour mâchouiller de l'adrénaline. Je commençais à ressentir les effets. La première vague ressemblait à un mélange de mescaline et de méthédrine. Je me dis, peut-être que je devrais nager. Oh, de Dieu, ce truc t'a complètement possédé, hein? Regarde ton visage, là, t'es sur le point d'exploser. Peut-être que tu pourrais juste me balancer dans la piscine ou... Putain, si je te balance dans la piscine maintenant, tu coules comme un caillou à la con. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Vous avez bien entendu, l'adrénochrome y est décrit comme un puissant psychotrope dans cette histoire. Et puis, il a du détail croustillant et délirant, ce produit est prélevé sur les glandes surrénales d'un sujet vivant par un sataniste. Amusant, non? À moins que, involontairement, les pièces d'un puzzle complotiste se mettent en place, là. Surtout que si vous suivez bien, ce qui est intéressant avec notre ami Thompson, c'est qu'il mêle avec habileté la chronique journalistique et le fruit de ses délires hallucinés. Encore une fois, la réalité et la fiction. Mais où s'arrête l'une, où commence l'autre, c'est tout le sel de son travail. Et puisque dans son roman il fait mention de l'adrénochrome, les pistes se brouillent, et certains vont se persuader que c'est vraiment une drogue puissante. Alors les junkies, s'il y en a qui nous écoutent... On les salue. Ouais, peut-être vont déchanter, car à ce jour, comme dans les années 50, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé dans l'adrénochrome le moindre effet psychoactif. Eh non, désolé, mais sachez quand même qu'on peut s'en procurer facilement aujourd'hui. Oui, mais il s'agit bien sûr d'adrénochrome de synthèse, produit donc artificiellement, entre guillemets, en laboratoire. Rappelez-vous, c'est de l'oxydation d'adrénaline, et l'adrénaline s'oxyde très facilement. Plein de labos en fabriquent, et certains petits malins l'ont donc expérimenté, là, à des fins récréatives. Oui, sans succès, visiblement, enfin en tout cas, si on s'en fie à ce qu'on peut trouver sur le Wikipédia des drogues, le site heroic.org. On y recense de rares témoignages de personnes ayant tenté de se défoncer à l'adrénochrome. Un utilisateur, par exemple, rapporte l'avoir avalé, sniffé, fumé, un vrai scientifique peut-être. Il confie ceci: les 3 tests m'ont donné exactement les mêmes effets, qui étaient très légers et vraiment inintéressants, je les qualifierais même pas de planants. Un autre témoignage, quelqu'un donc qui s'est injecté de l'adrénochrome et qui rapporte avoir subi, lui, de violents maux de tête. Il dit « Je n'ai eu absolument aucune hallucination, à moins que je n'ai halluciné les migraines. » Donc vous le comprenez, les témoignages parlent au plus de gros mal de tête, mais rien de bien marrant. Mais est-ce que ça ne serait pas parce que leur adrénochrome est de synthèse et n'a pas été prélevé in vivo ? Ah, tu veux dire sur un sujet bien vivant. Et comme dans Las Vegas Parano, le dealer précise que l'adrénochrome ne peut être prélevé que sur les glandes surrénales d'une personne vivante et non d'un cadavre. Et oui, et pourquoi pas encore mieux par des satanistes assoiffés de sang sur des enfants. Tous parano. Il faut pas être parano comme ça.
Maintenant que nous avons compris d'où vient cette idée que l'adrénochrome est une drogue hors du commun, intéressons-nous aux vertus du sang auquel il est associé. Car dans l'imaginaire complotiste, il y a aussi ce mythe qui circule. Aussi rapidement que du liquide dans nos veines, même. Et oui, le sacrifice de jeunes personnes, ou mieux, d'enfants, c'est aussi un pan de cette théorie du complot. Oui, le sang d'enfant est supposé avoir des vertus exceptionnelles, et il permettrait un spectaculaire rajeunissement des cellules. Alors, d'où ça vient tout ça ? Déjà, des mythes chrétiens antisémites qui sont nés vers le XIe siècle de notre ère, qui accusaient les juifs de sacrifier des enfants, chrétiens naturellement, dans leur culte, et d'en boire le sang. Cette idée s'est aussi propagée dans la culture médiévale, toujours chrétienne, qui chassait les impies en les accusant des pires rituels dédiés à Satan. Sexe sur l'autel, sacrifice d'enfants et encore dégustation de sang frais. C'est un peu en miroir malfaisant d'ailleurs, l'Eucharistie, qui est l'un des piliers de la religion chrétienne, c'est-à-dire recréer la scène où Jésus et ses apôtres ont partagé symboliquement le sang et le corps du Christ, le pain et le vin. Religieux ou ésotérique, il y a à cette époque une véritable fascination pour le sang, un fluide vital auquel on associe des pouvoirs mystérieux, voire magiques. Par exemple, Léonard de Vinci, déjà, il passait voir les bourreaux pour leur acheter des petits flacons de sang frais prélevés sur les cadavres de condamnés à mort. Alors, ce qu'il en faisait, on ne sait pas, mais déjà, ça c'est intéressant. Et puis au XVIe siècle, il y a une comtesse hongroise qui s'appelle Elisabeth Báthory, surnommée la comtesse sanglante. Elle recrutait des jeunes filles pour travailler dans son château. S'ensuivait ensuite, pour ces dernières, un supplice de plusieurs heures avec une seule finalité pour la comtesse, s'enduire de leur sang. Alors voilà ce qu'on raconte dans le détail. Une fois au château, les jeunes filles y subissaient des sévices variés. Elles étaient battues, fouettées à mort ou torturées au moyen de tenailles, d'aiguilles, de fer rouge, etc. pour être ensuite enterrées dans le parc ou dans les catacombes du château. Et donc, entre-temps, la comtesse s'enduisait de leur sang, dont elle prenait même des bains, convaincue qu'elle obtiendrait ainsi la jeunesse éternelle. Selon la légende, Élisabeth commettait ces horreurs sur les conseils d'une sorcière de la région, qu'elle avait d'ailleurs installée dans une dépendance du château. Tout cela vaudra à la comtesse Báthory d'être arrêtée et emprisonnée à vie. Et cela a aussi permis de nourrir la figure du vampire, qui retrouve vigueur et force grâce au sang frais. Mais bon, après ces quelques mots sur le mythe du sang régénérateur, il faut quand même aller voir du côté de la science encore une fois. Car là aussi, il y a quelques médecins qui ont malgré eux apporté de l'eau au moulin de cette théorie. Tu veux parler des expériences concernant la transfusion ? Oui, depuis plus d'un siècle, certains docteurs pensent trouver dans la transfusion de sang, issue de jeunes cobayes, des éléments permettant de prolonger la jouvence. Alors même si les premières tentatives de transfusion sanguine remontent à la France du XVIIe siècle, mais c'était là bien sûr pour sauver des mourants, nous allons nous concentrer sur ce que l'on peut appeler les transfusions de confort, c'est-à-dire comment booster l'état de santé de quelqu'un qui va bien. Et ça a commencé en Russie avec un certain Alexandre Bogdanov, c'est il y a un siècle à peu près, encore un personnage fascinant comme on les aime dans Tous Parano. Alexandre Alexandrovitch Bogdanov, de son vrai nom Alexandre Malinovski, est né dans une famille de fonctionnaires biélorusses dans le dernier quart du XIXe siècle. Enfant vif et intelligent, il fréquente beaucoup la bibliothèque de son lycée où son père est prof de physique. À 18 ans, il suit son grand frère vers Moscou pour y suivre des études de médecine. Nous sommes là en 1891, mais Alexandre a aussi une autre passion, la politique, et il assiste à pas mal de réunions où l'on parle de collectivisme, de masse laborieuse. Et la police tsariste l'arrête pour ses accointances révolutionnaires. Il fuit à Kharkov et s'investit de plus en plus dans l'activisme politique, se spécialisant dans la propagande auprès des ouvriers. Et il écrit aussi, il rédige par exemple, fruit de ses conférences auprès des classes laborieuses, un livre intitulé « Cours d'économie politique ». Publié en 1897, un ouvrage qui le fera remarquer par Lénine,
dont il va devenir un proche. Oui, et il devient peu à peu un leader et un penseur bolchevique. Il développe d'ailleurs une théorie qu'il nomme la tectologie. La tectologie, ça c'est l'idée d'une science universelle qui préfigure la cybernétique et qui est également à l'origine de schémas mathématiques qui ont pour but la planification économique d'État. Et Bogdanov est aussi un amateur de science-fiction. Vous avez dit que c'est un personnage fascinant. Il écrit d'ailleurs un roman qui sera édité en 1908 dans lequel on retrouve un peu toutes ces idées politiques extrapolées. Ce livre s'appelle L'Étoile Rouge, un succès tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et dans lequel il présente un mode de fonctionnement social et industriel extraterrestre préfigurant le monde jugé parfait du socialisme réel. Et entre autres choses, ces extraterrestres, en l'occurrence ce sont des martiens, ont compris qu'il était possible de rajeunir grâce à des transfusions sanguines. Ouais, voilà, on y arrive. Et alors, on ne sait trop comment, Bogdanov a trouvé le temps, mais il n'a pas lâché ses études de médecine entre-temps, et il obtient son diplôme, il devient docteur. Et la transfusion sanguine le fascine, et ça tourne même presque à l'obsession, comme dans son roman de science-fiction. Oui, durant la Première Guerre mondiale, il a exercé dans les hôpitaux militaires et a pratiqué sur ses patients mourants des transfusions, mais la paix revenue, il se persuade de plus en plus que l'échange de sang possède toutes les vertus et permet bien de rajeunir. Bogdanov étudie alors ses intuitions sans relâche sur les transfusions sanguines. Il se soumet lui-même à intervalles réguliers à ses protocoles de recherche, recevant un grand nombre de transfusions dont il remarque les effets positifs sur son organisme. Par exemple, il trouve qu'il voit beaucoup mieux. La calvitie dont il souffre se ralentit. Son vieil ami Léonid Krassine, un dirigeant bolchevique lui aussi, indique même dans une lettre à son épouse que le médecin, après des transfusions, paraît rajeuni d'une dizaine d'années. Bogdanov reçoit le soutien des autorités, notamment celui de l'Académie de médecine de Moscou. Il lance ainsi en 1925 un institut spécialisé dans la transfusion sanguine. Et durant 2 ans, les transfusions réalisées à l'institut dépassent la centaine. En mars 1928, à 55 ans, Bogdanov tente l'échange de son sang avec celui d'un étudiant atteint de malaria et d'une forme bénigne de tuberculose. C'est la transfusion de trop. Oui, alors on ne sait pas s'il l'a choisi ou si c'est un accident. En tout cas, 15 jours plus tard, après une longue agonie qu'il observe et qu'il décrit scrupuleusement dans son cahier, voilà, le chercheur jusqu'au bout, eh bien, Bogdanov décède. Mais ces recherches auront fait sensation et l'idée est née. Le rajeunissement peut survenir grâce à l'apport du sang d'autrui, à condition que ce sang provienne de jeunes sujets. Ça me rend parano. Je suis parano. Je suis parano. Tous parano. Nous allons faire un bond dans le temps juste pour dire que des recherches sur le pouvoir du sang frais sur l'organisme vont peu à peu s'accumuler. Dans les années 2000, on remarque que quelques études ont abouti à des résultats allant dans ce sens, montrant notamment un rajeunissement du cerveau ou des cellules souches du foie. Citons aussi rapidement une expérience assez cocasse qui a été pratiquée par un chercheur suisse nommé Tony Wyss Corey. Lui, il est basé à l'université Stanford aux États-Unis et il s'est amusé à prendre 2 souris, une jeune et une vieille, et puis il en a fait des souris siamoises en gros, en reliant chirurgicalement leur circulation sanguine. Tout en les laissant vivantes, Et les résultats ont été spectaculaires. La vieille souris a rajeuni et la jeune a vieilli prématurément. Et cela a été visible surtout au niveau des cellules du cerveau. Oui, les neurones que l'on pensait seulement capables de se dégrader et de mourir se sont régénérés chez la vieille souris. Et puis, autre résultat de l'étude, sans avoir à créer un monstre siamois, Wyss Corey a montré qu'une simple transfusion de plasma permettait en fait aux vieilles souris d'apprendre plus vite, toujours grâce au sang venant des plus jeunes. C'est ce que notre bolchevique de Bogdanov avait pressenti. Effet waouh garanti. Serait-on sur le chemin de l'immortalité ? En tout cas, même si finalement les scientifiques ne savent pas très bien quelle substance présente dans le sang permet ces effets, cela a tilté l'esprit de quelques-uns. Et c'est tout un business du sang qui s'est alors mis en place. Direction la Silicon Valley. You're listening to the sounds of San Francisco on Radio KABL.com. Cable music in the air everywhere. C'est long, c'est long. Tu sens un effet là, toi, ou pas ? Bon, je sais pas encore, non, j'ai pas l'impression. Enfin, surtout, j'ai mal au bras. L'infirmière qui m'a mis la perfusion, là, c'était plutôt d'une genre bouchère. Ça a pris à 3 fois pour trouver une veine. Ouais, non, mais c'est ouf.
Je comprends pas qu'il y ait tant d'amateurisme, alors qu'on est quand même dans un endroit super technologique. On se croirait presque dans un film de science-fiction. Ouais, c'est bienvenu à Gattaca cette ambiance. Tous ces écrans là, t'as vu? Le personnel en tenue futuriste, c'est hallucinant. Il manque plus que les robots, tiens. Alors tu vois, maintenant qu'on est là, je me dis que j'essaierais bien peut-être les injections de visage. Oh. Bah, tu vois, pourquoi pas retrouver ma police d'antan. Je sais pas. Ouais, t'as de l'espérance, toi. Et puis t'as pas peur parce que, à ce qui paraît, c'est super douloureux ce truc. Bah, il faut souffrir pour être beau, hein, comme le dit l'adage, non? Oh, tu crois que c'est quelqu'un qui se fait piquer la face qu'on entend là, justement? Je sais pas. C'est peut-être une jeune fille qu'on a enlevée pour lui prendre son adrénochrome plutôt. Hein. Non mais t'es sérieux? C'est hyper flippant, ça. Bah, attends, au moins là, on a la preuve que la donneuse est bien vivante. Et puis, tu sais bien qu'en la torturant un peu, eh ben, on maximise sa production d'adrénaline. C'est obligé. Adrénochrome de qualité ici. Ouais, mais franchement, moi, cette ambiance kidnapping, sévice corporel, c'est trop pour moi. Hein. Je me barre. Hein. Je l'arrache ma perf. Non mais attends, on n'a même pas encore ressenti les effets là. Mais si justement mon esprit n'a jamais été aussi vif et clairvoyant. Non mais attends. Tous parano, tous parano, tous parano. La Silicon Valley, c'est certainement les endroits du monde où on cherche à inventer le futur avec le plus d'entrain et de moyens. Et si le futur, c'est de vivre éternellement, cette idée séduisante a sûrement un prix. Nous sommes en Amérique après tout. Et depuis les découvertes sur les vertus du sang jeune dans les années 2010, on a d'un seul coup entendu parler de milliardaires qui avouaient se faire transfuser du sang d'ados pour améliorer leurs capacités et repousser leur vieillissement. Ils sont nombreux, mais citons par exemple le cas très parlant d'un certain Peter Thiel. Pur produit de la réussite de la Silicon Valley, lui. Hein. Né en 1967, il a d'abord été un compagnon de route d'Elon Musk, avec qui il a fondé PayPal. Oui, et puis ensuite il est devenu un investisseur star, il a des parts un peu partout, dans Facebook notamment, c'est un transhumaniste convaincu, il met des billes dans pas mal de projets futuristes à travers sa propre fondation. Et plus précisément, dès 2006, Peter Thiel manifeste son intérêt pour la recherche contre le vieillissement humain. Il donne ainsi 3,5 millions de dollars à la fondation Mathusalem, qui concentre ses efforts sur ses travaux. Oui, fondation bien nommée. Alors pour ceux qui ont écouté notre épisode sur le Great Reset, sachez que Peter Thiel est un Global Young Leader du Forum économique mondial. Oui, ça m'étonne pas ça. Et pour continuer dans la politique, sachez qu'il a été, après les élections américaines de 2016, un conseiller du président Donald Trump, dont il a soutenu la candidature. Mais revenons à nos moutons, parce qu'en 2016, justement, le milliardaire fait sensation en évoquant sa volonté de permettre de vivre des centaines d'années et en envisageant pratiquer sur lui-même des transfusions de plasma de jeunes adolescents. Et il s'y met même complètement, via la compagnie qui s'appelle Ambrosia, dont il est l'un des principaux investisseurs, une compagnie qui propose à ses clients de se faire injecter du plasma avec l'objectif affiché de rajeunir. Enfin bon, il faut quand même avoir un porte-monnaie assez garni, parce que la poche de plasma, il la facture quand même à $8 000 le litre. On va écouter le docteur Jesse Karmazin. Alors lui, il dirige le laboratoire d'Ambrosia, justement, et vous allez l'entendre pendant une de ses conférences. Il s'adresse au public, une photo qui montre ses parents tout sourire à la clinique en train d'être transfusés et projetés derrière lui. Et vous allez le voir, tous les arguments sont bons pour vendre sa promesse de rajeunissement. Jesse Karmazin sur scène. Je sais que ça fait penser aux vampires, mais il y a une raison pour ça. Notre idée est d'utiliser essentiellement les surplus des banques de sang et de vous aider à restaurer vos facteurs de croissance. Et voici à quoi ça ressemble. En fait, ce sont mes parents. Et ils aiment le traitement. Mon père a dit qu'il se trouvait très énergique lorsque récemment il a installé des abris pour l'ouragan. Et ma mère pense que sa peau s'est améliorée. Cela prend 2 heures et ça fait du bien. Les gens disent qu'ils se sentent énergiques. Comme vous l'avez compris, un business du sang est né. Mais pour le moment et en filigrane, c'est sans réelle garantie scientifique. À tel point qu'en février 2019, la FDA, l'autorité de santé publique américaine, a rappelé les effets secondaires potentiellement nocifs de ces pratiques.
Oui, je cite leur publication. « Nous alertons les consommateurs et les fournisseurs de soins de santé que les traitements utilisant le plasma de jeunes donneurs n'ont pas subi de tests rigoureux que la FDA exige normalement afin de confirmer les avantages thérapeutiques d'un produit et d'en assurer l'innocuité. » Sage parole, mais bon, cela n'empêche pas ce commerce de fasciner. On passera sur l'expérience de Kim Kardashian qui s'est fait injecter du sang de jeune fille dans le visage. Hein. Vous pouvez évidemment trouver les images en 2 secondes sur Internet, sachant qu'elle dit, elle, qu'elle ne le refera plus. Oui, tellement c'était douloureux, comme toi tout à l'heure. Évoquons rapidement le cas de Brian Johnson aussi, qui attire l'attention de tous les médias. On le surnomme le Benjamin Button de la Silicon Valley. Ce millionnaire américain, il a 45 ans et il dépense une fortune pour défier le temps. Brian Johnson a décidé en effet de consacrer des millions de dollars par an dans le but d'avoir à nouveau 18 ans. Au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans un programme alimentaire, de sommeil, sportif, médical, ultra méticuleux, qu'il a baptisé le Project Blueprint. Et son but donc, c'est bien d'inverser le processus de vieillissement de chacun de ses organes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou vu sa tête à ce gars-là. C'est un vrai projet hyper médiatisé. Il y a 30 médecins autour de lui pour mener à bien le protocole millimétré qu'il s'impose. Il y a du laser, des ultrasons, des IRM, des électrocardiogrammes, des tests sanguins, des coloscopies. Chaque mois, ce sont des dizaines de tests, parfois douloureux, que le millionnaire subit volontairement. Et selon son équipe médicale, le processus fonctionne, puisque les tests ont révélé que son âge biologique global avait baissé d'au moins 5 ans. Il aurait aujourd'hui le cœur d'un homme de 37 ans, la peau d'un homme de 28 ans et les poumons et la forme physique d'un homme de 18 ans. Tout ça à 45 ans, ça fait rêver. Hein. Bon, évidemment, il y a aussi du sang dans son programme, mais pas n'importe lequel. Il a choisi celui de son fils, âgé lui de 17 ans. Et pour tester la méthode jusqu'au bout, on va dire, il a également fait le choix de donner son propre sang à son père Richard, qui lui est plus vieux évidemment, il est âgé de 77 ans. De quoi faire quelques économies peut-être. Ouais. En tout cas, ces exemples illustrent qu'une certaine élite fortunée semble se donner tous les moyens pour améliorer sa condition physique avec du sang humain. Et maintenant que nous avons rajouté cette pièce au puzzle, si nous allions voir du côté des théories du complot proprement dites. Ah, tu me fais plaisir là. Hein. D'autant plus que j'allais justement te le proposer. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Vous commencez à le sentir, tout se met en place au fil du temps pour que la théorie du complot sur l'adrénochrome puisse germer. Le mythe ancestral d'obscurs sacrifices, l'idée que le sang régénère les organismes ou encore que les élites ont accès à cette mystérieuse drogue aux puissants effets, eh bien il n'en faut pas plus pour que sur la toile, ce cocktail fascinant ne fasse le miel de quelques conspirationnistes et qu'un récit s'écrive peu à peu. Mais en reprenant la métaphore jardinière que j'affectionne, pour que cela puisse germer, il faut ajouter un peu d'engrais dans la terre. Et cet engrais commence avec le Pizzagate. On explique rapidement ? Oui. Alors, le Pizzagate, c'est une théorie conspirationniste qui tente de démontrer qu'il existe un réseau pédophile autour d'Hillary Clinton. Pizza, parce qu'il y a l'un de ses proches, en l'occurrence James Alefantis, présenté à cette époque comme l'une des 50 personnes les plus influentes de Washington quand même. Et ce James Alefantis est entre autres propriétaire d'une chaîne de pizza nommée Comet Pizza. Et ce monsieur aurait un faible pour les jeunes filles. On va y revenir. Alors tout commence sur Facebook avec la publication d'un compte au nom d'une certaine Carmen Katz qui explique qu'elle a une source qui officie dans la police new-yorkaise et qui lui a confié avoir trouvé des emails détaillant des voyages faits par Bill et Hillary Clinton à bord du Lolita Express, l'avion de leur ami milliardaire pédophile, une référence bien sûr à Jeffrey Epstein. Cette Carmen Katz affirme également qu'Hillary Clinton a une prédilection bien documentée pour les filles mineures et qu'il s'agit, je cite, d'un réseau international d'esclavagisme et d'abus sexuels d'enfants. Alors bien documenté, c'est Carmen qui le dit, mais par contre, d'autres mails vont fuiter par la suite
Alors, ils ne proviennent pas directement d'Hillary Clinton, mais de son ancien directeur de campagne qui s'appelle John Podesta. Et là, c'est pas par un canal que l'on pourrait qualifier de complotiste que c'est arrivé à nos oreilles, puisque c'est par Wikileaks. Oui, là nous sommes le 7 octobre 2016. Wikileaks publie les mails de John Podesta, qui écrit notamment à ce fameux roi de la pizza, influent Jeff Alefantis. Et ce qui va attirer la curiosité, là encore des complotistes, c'est que John Podesta mentionne étrangement plusieurs fois les mots pizza, fromage et pâtes. Et la sauce, si je peux dire, prend tout de suite chez les anti-Clinton et les pro-Trump, en premier lieu sur le site 4chan. Certains pensent en effet avoir déchiffré un code secret utilisé pour communiquer en toute discrétion. Cheese Pizza, dont l'acronyme est CP, serait utilisé pour parler de child pornography. Pizza désignerait une fille, domino pour domination, cheese signifierait petite fille, hot dog pour garçon, pasta pour petit garçon, glace voudrait dire gigolo, et on aurait le mot sauce qui signifierait orgie. J'ajouterai pour compléter cette brillante analyse que notre participant à ce forum fait remarquer que la carte des menus de Comet Pizza, le nom, rappelez-vous, de la franchise d'Alefantis, est illustrée avec 2 raquettes de ping-pong qui rappellent étrangement un papillon. Et le papillon, Gaël, eh bien, c'est le symbole qui est utilisé internationalement par les réseaux pédophiles. Effet waouh garanti. Le code des élites pédophiles semble être craqué, leur visage est découvert, Hillary Clinton n'a plus qu'à demander pardon. C'est un peu ça. En tout cas, le groupe QAnon, la voix mystérieuse sur le web, distillant les plus troublantes infos et accessoirement appui de Trump, fait monter la mayonnaise. Oui, et on pourrait en rire, mais sachez quand même que le 4 décembre 2016, donc quelques temps après, un homme nommé Edgar Madison Welch entre dans la pizzeria Comet Pizza, muni d'un fusil d'assaut AR-15 et menace un employé avant de faire feu dans l'établissement. Heureusement, il est rapidement maîtrisé et lors de son arrestation, il explique aux policiers vouloir enquêter lui-même et sauver des enfants esclaves sexuels qui se trouveraient dans l'établissement. Alors, ce justicier, entre guillemets, avoue n'avoir finalement trouvé aucune preuve et s'est rendu sans résister. Du coup, les partisans du Pizzagate pensent que ce Edgar Madison Welch ne serait finalement qu'un acteur payé pour agir de la sorte et clore le scandale. Ah oui, évidemment. En tout cas, vous le sentez venir, avec tous ces enfants autour de cercles placés, il n'en a pas fallu beaucoup pour que l'adrénochrome fasse alors son entrée fracassante dans notre histoire. Oui, l'adrénochrome aurait fait son apparition dans un article parlant d'une vidéo où Hillary Clinton et son assistante se livreraient à des atrocités sur une petite fille. Les 2 femmes se gorgeraient, entre autres, du sang de la petite dans le cadre d'un rituel satanique. Et puis, le Covid est arrivé, et là, la théorie s'est étoffée. Un peu comme le sida était le châtiment mérité des adeptes d'une sexualité perverse, là, la soif d'adrénochrome ne pouvait pas non plus rester impunie. Et c'est ainsi que plusieurs membres de l'élite, citons par exemple Bill Gates, Tom Hanks ou encore Céline Dion, auraient attrapé le Covid en consommant l'adénochrome d'une personne infectée. Et au passage, ils seraient finalement parmi les responsables principaux de la pandémie. Ce qui est assez cocasse, c'est que l'on peut trouver encore quelques extraits de publications qui vont dans ce sens, souvent pro-Trump, et qui montrent par exemple des photos de stars, pas tellement à leur avantage, dirons-nous, j'ai en tête la photo d'Hélène DeGeneres par exemple, en expliquant leur mauvaise mine par un manque d'adrénochrome. Ceci s'expliquerait par un sevrage involontaire, bien sûr, car toutes ces célébrités ont été démasquées par les adeptes de QAnon. Et le bon Donald Trump, par ses efforts, a coupé les tentacules de ce trafic immonde. Oui, et chez nous aussi, cela a fait des vagues. Révélé par le journal Le Monde d'ailleurs, un post de blog, parmi les liens les plus partagés sur Facebook à ce moment-là, en France, évoque la découverte de 100 000 enfants et cadavres dans un tunnel reliant le port de New York à la fondation Clinton. Ce texte avance que ce réseau pédophile esclavagiste a été démantelé par une division spéciale du Pentagone. Les enfants vivants retrouvés auraient été affamés et traumatisés, victimes bien sûr de sévices sexuels. Mais 100 000 enfants quand même. C'est dingue ce qu'un cerveau parano peut imaginer. Ah oui, c'est fertile. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une autre affirmation. Le sang de ces enfants servait à produire une substance anti-vieillissement, l'adrénochrome, destinée à l'élite mondiale, qui serait sataniste. Ils sont là. Ils sont les maîtres du monde.
parano, mais qui ne l'est pas? Tous parano. Cette histoire incroyable d'adrénochrome et de pédosatanistes est saisissante. Et rapidement, elle se propage donc chez nous. Pas besoin d'aller chercher dans les sites de la complosphère obscure pour trouver ce type d'allégation QAnonesque. Il suffit, Gaël, d'aller chez son marchand de journaux. Ah ouais, bah t'en as de drôle de marchand de journaux, toi. Ben non, il est tout à fait normal. Tu connais pas le magazine Choc, peut-être? Ah, si, ça c'est dans la lignée du magazine Entrevue et tous ces mags pour les jeunes un peu racoleurs. C'est édité par Hachette Philippaki, ça tire d'ailleurs à 30 000 exemplaires. En tout cas, Choc est considéré comme le mag le plus trash de la presse française. Et si on en parle, c'est qu'en mars 2023, Choc a consacré un gros dossier sur l'adrénochrome. Ouais, je sais, je fais mon innocent, mais évidemment que je l'ai lu moi aussi. Avec ce titre saisissant. Les stars et l'adrénochrome, et en photo en dessous, Elisabeth II, Hillary Clinton, Bill Gates et Tom Cruise. Ça, c'est alléchant. Alors, je vais me permettre de lire l'intégralité du sous-titre du dossier. Je cite. « Des enfants seraient torturés par l'élite mondiale pour récolter une substance produite dans leur cerveau, l'adrénochrome. Stars d'Hollywood, PDG, tête couronnée, ont-ils tous du sang sur les mains ?» Waouh, on tremble ou on s'impatiente d'en savoir plus. Bon alors, on continue, on avance, on lit l'encadré. Savez-vous pourquoi ils torturent et sacrifient des enfants? Et si je vous disais qu'il existe un marché de plusieurs milliards de dollars pour une drogue dont vous n'avez jamais entendu parler? Un marché pour une drogue que l'on trouve dans le cerveau humain quand l'adrénaline est pompée dans les veines? La drogue la plus puissante du monde, l'adrénochrome. Attention, c'est un newsmag quand même, alors on n'oublie pas de contextualiser. Je lis un autre paragraphe. Chez les Mayas, les Égyptiens, les Chinois, les Aztèques, les Juifs, les musulmans, dans de nombreuses civilisations, le sacrifice du sang occupe une grande importance. Un mythe qui a plus de 1000 ans. Les premiers exemples de sacrifices de petits-enfants chrétiens remontent à l'année 1144. Des rituels sanguinaires que l'on retrouve au travers des siècles partout dans le monde. Ces massacres destinés à extraire cette mystérieuse substance hors des corps des petites victimes seraient ainsi pratiqués par les élites mondiales depuis la nuit des temps. Eh ben, c'est tellement bon qu'on a envie de vous lire la suite. Allez, on continue, c'est que vous appréciez aussi. Des images glaçantes sont partagées sur Facebook. Preuve à l'appui, un cliché montrant des hommes puissants entourant une petite fille inconsciente allongée sur une table, visiblement prête à servir de festin. Bon, étrangement, il n'y est pas fait mention là que c'est un photomontage assez connu d'un vieux cliché d'un artiste qui faisait poser des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Mais bon, en tout cas, sachez que cette photo, elle est reprise à chaque article conspirationniste sur l'adrénochrome. Bon, j'en lis encore un bout, parce que c'est vraiment trop croustillant, ok? Ah, s'il te plaît, oui. Dans les commentaires les plus populaires qu'on trouve sur Internet, on découvre que la reine Elisabeth II et le prince Philippe ont kidnappé 10 enfants en 1968 pour se faire un open bar, appelé Spirit Cooking, et profiter de cette substance qui promet jeunesse éternelle et une expérience de kiffance ultime. Ça, c'est Elisabeth II qui parlait comme ça, j'imagine. D'ailleurs, on a bu un petit cocktail avec elle à Windsor. Oui, ça remonte un petit peu, mais c'est un bon souvenir, surtout maintenant qu'elle nous a quittés. C'était dans l'été parano. Bon, allez, on termine l'article alors, parce qu'il continue comme ça. Mais ce trafic sanglant ne concernerait pas seulement la monarchie britannique. Tous les puissants de la planète, de Bill Gates à Hillary Clinton, en passant par Tom Cruise, boss de la scientologie, seraient de grands consommateurs, n'hésitant pas à sacrifier toujours plus d'enfants pour assouvir leur soif d'adrénochrome. Bon, je crois que tout est dit, et c'est quasiment dans la foulée de cette impressionnante enquête du magazine Choc, mars 2023 donc toujours, et bien que le sujet passe encore un cap, en arrivant cette fois-ci à la télévision, et à une heure de grande écoute, dans une émission très populaire, Touche pas à mon poste, bien sûr, Cyril Hanouna. Oui, il faut dire quand même qu'une de ces chroniqueuses, justement, s'appelle Myriam Palomba, et elle bosse au magazine Choc. Alors peut-être que, bon, il y a moyen d'y piocher quelques bons sujets, et c'est pas elle qui va mettre ça sur le tapis, d'ailleurs, dans l'émission. Impossible de savoir ce qui est prévu de ce qui est improvisé dans ce talk show, c'est ce qui fait d'ailleurs sa force, à mon avis. Toujours est-il que l'invité, ce jour-là, c'est Gérard Fauré, et c'est lui qui va lancer l'adrénochrome. Alors un petit mot sur Gérard Fauré, vous en avez peut-être, certainement, je ne sais pas, entendu parler. Fauré, lui, il est surnommé, il se surnomme d'ailleurs lui-même le dealer du tout Paris. Et il a déjà sorti plusieurs livres pour raconter ses exploits, notamment de deal de cocaïne avec les plus grandes stars.
Alors, il est né au Maroc, à Fès, en 1946. C'est un fils de médecin. Son père travaillait pour Médecins du Monde. Et d'après ses dires, il était aussi proche de Mohamed V. Et d'ailleurs, il aurait profité des relations de son père et de ses laissez-passer pour commencer par faire un peu de business, de la contrebande. Oui, il aurait commencé à faire passer des cigarettes et du whisky au nez et à la barbe des gardes frontières entre Gibraltar et le Maroc. Et puis, peu à peu, Fauré serait passé à la vitesse supérieure pour, dit-il, faire une carrière de trafiquant de cocaïne, mais à l'échelle mondiale. Il confie aussi avoir été braqueur de banque et tueur à gages pour 4 à 5 contrats. En tout cas, il est condamné en 2001 pour possession de drogue à 1 an de prison ferme. Gérard Fauré se reconvertit ensuite en 2016 en auteur, et c'est là qu'il n'hésite pas à balancer à tout va. Oui, alors son premier livre se nomme « Fatale confiance, Royaume du Maroc, la vérité sur la mort de Mohamed V ». Il y raconte donc dans une veine conspirationniste que le roi du Maroc a été en fait assassiné en 1961, alors que selon la thèse officielle, il est mort accidentellement au cours d'une opération chirurgicale. Ouais, et au passage, il n'hésite pas à mouiller son père, qui aurait participé peut-être malgré lui à cette opération. En 2018, il raconte son expérience dans la cocaïne. Dans le livre « Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle ». Livre sensation, il est reçu partout, parce qu'en plus c'est un bon client sur les plateaux, et son livre se vend bien. Et du coup, 2 autres bouquins sur le même thème s'enchaînent. Le Prince de la Coque, Dealer du tout Paris. C'est la suite de ça en 2020. Et puis encore, L'éducation du voyou, Dealer du tout Paris. Les débuts en 2021. Gérard Fauré, même s'il fait un peu peur par ses sorties à l'emporte-pièce dans ses interviews, par exemple je cite 85% des francs-maçons sont satanistes, ou alors Chirac était un gros consommateur de poudre, il commence à être un habitué des plateaux télé. Oui, et il n'hésite pas à balancer des noms et à distiller petit à petit une musique dans laquelle il y a l'idée que de nombreuses personnalités de la jet-set, du showbiz, plusieurs hauts magistrats aussi, des figures politiques françaises, seraient des pédophiles et des drogués. Bon, en même temps, il semble tellement bien placé pour le savoir que parfois, on a envie de le croire. C'est ce que doit se dire Hanouna quand il le reçoit dans son émission. Et donc, ce jour de mars 2023, ce qui fait l'actualité, rappelez-vous, c'est l'arrestation de Pierre Palmade, suite à son accident tragique sous l'emprise de multiples stupéfiants. Ouais. Et après avoir bien chargé Palmade sur quelques anecdotes sordides sur ses mœurs de drogue et pédophile, Gérard Fauré dit ceci à la télévision. Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel là-dessus. Alors on ne sait pas, on ne dit pas que Pierre Palmade l'a fait, tout ça et tout ça. Non, mais moi je donne l'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison, là, en HP, une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Tout ce que je dis finit par sortir et être avéré, et voilà. C'est tout. Merci. Dernière question. Oui, mais très vite, une petite question. Mais ces enfants, justement, ils viennent d'où et ils sont à qui? Ils sont kidnappés ou ils viennent... C'est des enfants... Mais oui, ils sont kidnappés. Il y a 58 000 disparitions par année d'enfants et tout, on en retrouve les 2 tiers. Alors où est le troisième Merci Gérard d'avoir été avec nous. Et en Ukraine, ils partent en Ukraine. Il y a des Roumains qui viennent kidnapper des enfants en Espagne, en Italie. Non, mais c'est incroyable. Gérard, merci Gérard. Merci Gérard. Vous avez tous peur, c'est croire. Mais non, merci Gérard d'être venu. Merci Gérard. Mais on a abasourdi Gérard, t'as vu ce que tu nous dis? Pardon, on est à Drône. Mais regarde Macron, alors Macron. À demain. Oui, alors petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. Gérard Fauré sent bien que son auditoire est complètement captivé. Il n'arrive plus à s'arrêter, et il en rajoute. Mais quand il arrive à parler de Macron, l'émission, qui de toute façon touche à sa fin, faut quand même le reconnaître, se termine d'un coup. On lui coupe le sifflet. Oh, trop dommage. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'il allait dire, moi, sur notre Illuminati national. Moi aussi. Mais il suffisait en même temps de se pencher sur les réseaux sociaux ce soir-là pour lire des dizaines de théories d'internautes sur les véritables raisons de l'arrêt brutal de l'émission. Ça, je ne doute pas qu'il doit y avoir quelques cerveaux féconds pour nous donner une explication.
En tout cas, l'adrénochrome et les enfants sacrifiés par les élites pédophiles et satanistes ont fait leur entrée dans la culture populaire. Alors, est-ce l'aboutissement d'un long chemin ou bien au contraire le début d'une nouvelle ère complotiste ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a là-dedans de quoi nous rendre tous parano. Nous l'avons vu, la théorie conspirationniste de l'adrénochrome est un récit qui s'est écrit au fil du temps, agrégeant plusieurs théories centrées sur le sang, lui attribuant des vertus magiques, médicales ou encore psychoactives. Mais pour comprendre la diffusion fulgurante de cette théorie aujourd'hui, en particulier sur les réseaux sociaux, il faut mettre au centre de notre réflexion la question de la pédophilie et le sentiment partagé par des milliers de personnes que l'ampleur du trafic d'enfants est quelque chose qui est caché au grand public. Bien sûr, à intervalles réguliers, on peut lire dans la presse que tel ou tel réseau international tentaculaire pédophile est démantelé. Des centaines de pédocriminels sont arrêtés, souvent simultanément dans plusieurs pays. Pourtant, curieusement, ce type d'information ne fait jamais les gros titres. Il s'agit toujours de petits articles qui ne bénéficient pas du traitement médiatique à la hauteur des crimes commis. D'autres fois, on découvre que l'on a retrouvé chez un pédophile des dizaines de milliers d'images sur son ordinateur, des photos bien réelles et qu'il a bien fallu produire, partager. Bah oui, d'où viennent-elles ? Et puis évidemment, il y a les milliers de victimes, tout aussi réelles, qui ont été abusées de manière atroce. Mais qui sont ces victimes ? Que sont-elles devenues ? Autant de questions qui restent toujours sans réponse et qui alimentent bien sûr toutes les théories, y compris les plus extravagantes. Et puis, ce qui donne corps également à ces théories, nombre de personnalités sont connues pour leur penchant pédophile. Gabriel Matzneff, Daniel Cohn-Bendit, Michel Pollack, autant d'hommes pour lesquels il est facile de trouver sur Internet des interviews qui témoignent de leur attirance revendiquée pour les jeunes enfants ou les adolescents. Pourtant, ces hommes ont pu vivre leur vie presque comme si de rien n'était. La plupart n'ont jamais été inquiétés par la justice pour ces faits. Et tout cela, de quoi susciter les suspicions et nourrir toutes les théories quant à leur impunité. Comment se fait-il que ces actes répréhensibles puissent avoir été tolérés ? Les élites se couvriraient-elles pour cacher ces scandales ? Plus globalement, comment se fait-il que ce sujet n'est pas plus traité dans les médias ? Une interrogation qui prend une résonance toute particulière quand on a en tête, par exemple, la fameuse tribune du journal Libération qui, à l'inverse, prônait à la fin des années 70 la dépénalisation de la pédophilie. Une tribune, on le rappelle, qui a été signée par quelques-uns des plus grands intellectuels de l'époque, comme Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Philippe Soler, sans oublier, dans un autre registre, Jacques Lang. Un texte polémique et qui est exhumé depuis quelques années par les complotistes, et qui alimente une suspicion généralisée sur le mode de vie des élites. Et si en France, ce sont davantage des hommes de lettres ou des politiques qui sont montrés du doigt, aux États-Unis, les stars d'Hollywood sont dans le viseur des conspirationnistes. Des célébrités qui seraient au-dessus des lois, légales comme morales, et dont le mode de vie serait complètement déconnecté de celui du commun des mortels. Des stars qui seraient de grands consommateurs de drogue, qui auraient une sexualité complètement débridée et qui seraient prêts à tout pour rester jeunes, beaux et en bonne santé. Tous les ingrédients qui composent le cocktail de la théorie de l'adrénochrome. Cette défiance envers les élites, qui est le propre de la plupart des théories complotistes, trouve en effet sur le terrain des mœurs le véhicule idéal à la propagation des rumeurs les plus folles. Car finalement, si la théorie de l'adrénochrome plonge ses racines dans les mythes ancestraux reposant sur de présupposées propriétés magiques du sang humain, elle vient aussi à point nommé pour éclairer sous un jour nouveau le tableau noir de la pédophilie. Et par ce fait, elle vient paradoxalement donner un sens presque rationnel au trafic d'enfants. Car si tant d'enfants sont victimes de ces crimes abominables, c'est en fait pour nourrir la soif inexpugnable de vitalité et la quête de jeunesse éternelle des super riches, l'innommable trouve ainsi une explication immobile. Et puis enfin, dernier élément qui explique la propagation exponentielle de cette théorie, celle-ci touche à ce qui nous est le plus cher, à ce qui est le plus fragile, nos enfants. Et face au récit de ces trafics d'enfants, il est facile de perdre tout sens de la mesure. De quoi expliquer en définitive que certains succombent à l'attrait d'une théorie aussi extrême que celle de l'adrénochrome. Bref, encore une fois de quoi nous rendre tous parano.
Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire, ou simplement curieux de savoir, eh ben, vous êtes là où il faut. C'est Tous Parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast, likez, partagez, communiquez avec nous. Bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Oui, c'est vrai, t'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on écoute MLB, alias Médo le Bédo. Ouais. Un jeune rappeur français, nantais, âgé de 18 ans, qui se cherche encore un peu, mais bon, il s'essaie dans le titre qu'on va écouter à la drill. La drill, tiens, c'est pas une pastille pour la gorge, ça ? Oui, alors pour les plus anciens comme toi, Gaël, sachez que c'est un sous-genre du hip-hop né dans les années 2010 et qui est devenu très populaire il y a seulement quelques années. Plus ancien, avec un petit coup de plasma, ça ira mieux. Enfin bon, en clair, MLB, c'est du rap new school complotiste, c'est ça ? Oui, on peut dire ça, oui. Et la chanson s'appelle ? Adrénochrome Drill. Ah, alors j'en prendrai une petite pastille. MLB. Adrénochrome, ça sent quand on parle. Pourtant c'est juste qu'une histoire. Primer la somme pour qu'ils nous gouvernent, briser les pauvres pour maintenir leur règne. On n'a plus de libre arbitre, drogue, scopolamine. On meurt au sacrifice, adrénochrome, cocaïne. Moi, les parano, moi c'est juste un complot. La Vegas dans le rétro, le kidnappe tous nos marmots. Comme un je me balade avec des litres de sang. Dans leur gorge c'est comme médicament. Comme médicalement. Adrénochrome pour nos élites. Adrénochrome pour rajeunir. Adrénochrome pour euphorie. Adrénochrome c'est trop merdique. Adrénochrome pour nos élites. Adrénochrome pour rajeunir. Adrénochrome pour euphorie. Adrénochrome c'est trop merdique. Bang. On s'est maîtrisé dans le mensonge. Y'a trop d'années dans la pénombre. Toujours en cavale, je tente de faire la cabale. L'amour, le diable, tu crois c'est malade. Le merde, gros, j'casse les codes du rap. Le baisse trop l'espace, mode du pape. Épinéphrine d'enfants, perte d'énergie vitale. Héroïne de violence, injecte dans les films dorsales. Cassette, putain le réseau dans la sec. Oui les enfants disparaissent, plus personne sera disparate. Les hommes finissent dans la hesse, et ça, jamais ça rate. Et ça, jamais ça rate. Adrénochrome pour nos élites. Adrénochrome pour rajeunir. Adrénochrome pour euphorie. Adrénochrome c'est trop merdique. Adrénochrome pour nos élites. Adrénochrome pour rajeunir. Adrénochrome pour euphorie. Adrénochrome c'est trop merdique. Bang. Putain de complot, putain de complot. Ouais. 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 Adrénochrome pour nos élites. Vous avez pas bientôt fini de parler des bad trips et de l'immortalité? Un jour tu vis, un jour tu crèves. Basta, allez on coupe tout. Tous Parano.